Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques bases du fonctionnement des transducteurs piézoélectriques, qui sont les composants généralement utilisés pour émettre des ultrasons. Les ultrasons ont une importance dans de nombreux domaines de l'industrie, mais sont aussi utilisés par de nombreux animaux tels que les chauves-souris, qui leur permet de s'orienter et chasser avec une très grande efficacité. Il y a de nombreuses formes de transducteurs piézoélectriques. Le but de cette vidéo est de présenter un seul type de transducteur et de faire les mesures de base permettant de vérifier l'émission de l'onde ultrasonore. Les piézoélectriques les plus courants actuellement sont les céramiques de type PZT. En conséquence, les disques doivent être manipulés avec précaution car ils sont cassants. On peut comparer leur résistance mécanique à celle du verre. Les électrodes qui sont dessinées en jaune sont constituées par un dépôt métallique comme par exemple l'argent ou l'or. En première approximation, un disque piézoélectrique peut être considéré comme un condensateur plan. Lorsqu'on relie ces électrodes à une source de tension, on se retrouve avec trois cas possibles. Si la tension est nulle, le disque ne subit aucune déformation. Si la tension est positive, le disque se contracte proportionnellement à la tension appliquée dans une certaine gamme de tension. Si la tension est négative, le disque se dilate de manière inverse par rapport au cas précédent. En fonction du type de matériau utilisé et des dimensions mécaniques du disque, il existe une fréquence particulière qui va permettre au disque un mouvement mécanique maximal. Cette fréquence est généralement appelée fréquence de résonance. À cette fréquence propre, deux ondes de sens opposé sont émises perpendiculairement à la surface du disque. Si on plaque correctement ce disque sur une surface d'un métal quelconque, l'une des ondes va se propager dans le matériau et cette onde va permettre de réaliser des mesures physiques comme par exemple mesurer son épaisseur ou détecter la présence d'un défaut caché à l'intérieur du matériau. Il sera aussi possible de détecter la présence de dégradation due à la rouille. Dans le test pratique qui va suivre, le capteur est placé sur un cylindre d'aluminium. Le train d'impulsion qui est transmis par le capteur à la pièce mécanique se propage dans le métal, puis arrive au bout de la pièce. À ce niveau, il est réfléchi en grande partie car l'impédance acoustique du métal et de l'air sont très différentes. On a donc un phénomène de réflexion de l'onde, ce phénomène étant similaire à la réflexion d'une onde électromagnétique qui se propage dans un câble coaxial. Voici le schéma qui va être utilisé pour les mesures. Nous avons besoin d'un générateur HF qui pourra générer un train d'impulsion à une fréquence de 1 MHz. L'amplitude des signaux de sortie sera réglée à 1 volt. J'ai choisi d'utiliser le même capteur pour l'émission et la réception. En conséquence, il va être nécessaire d'isoler le générateur du circuit pendant la phase où l'onde réfléchie sera reçue par le capteur. En effet, si le générateur restait présent dans le circuit, il imposerait le potentiel 0 V sur la ligne, ce qui rendrait impossible la réception par l'oscilloscope de l'onde réfléchie. Cet isolateur est constitué par le condensateur C1 et les diodes D1 et D2. On peut noter aussi la présence de la résistance R1 de 50 ohms qui évite les réflexions multiples dans le coaxial. Sans cette terminaison, malgré les distances relativement courtes utilisées, le signal reçu étant d'amplitude faible, il apparaîtra déformé si le bouchon n'était pas présent. Je vais présenter rapidement le montage pratique. Le train d'impulsion sort du générateur pour arriver dans la boîte bleue qui contient le condensateur et les diodes. Ce même signal est directement envoyé à la voie 1 de l'oscilloscope. Le signal sortant de la boîte bleue est envoyé vers la deuxième voie de l'oscilloscope et on peut aussi remarquer la présence du bouchon d'adaptation de 50 ohms. Et grâce à un T, il est aussi envoyé vers le capteur. Dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire d'utiliser des sondes d'oscilloscope spécifiques car l'entrée de l'oscilloscope a une impédance de 1 mégohm. De plus, ce modèle supporte une tension d'entrée de 300 volts. Là, nous voyons en détail la boîte bleue dans laquelle se trouve le condensateur ainsi que les deux diodes
qui permet d'isoler le générateur du circuit lorsqu'il a fini d'envoyer ses impulsions. Le fil rouge étant la liaison de masse. Sur ce générateur, les impulsions sont créées par la fonction burst. Pour cet exemple, le générateur sera réglé sur 3 cycles. L'amplitude de l'onde est de 1 volt pic-pic et la fréquence sera bien sûr de 1 MHz. Le générateur émet le groupe de 3 impulsions avec un intervalle de 1 milliseconde. La courbe jaune représente le signal émis par le générateur. La courbe bleue est le signal en sortie de la boîte bleue, donc le signal qui sera réellement émis sur le capteur. On remarque que le signal qui est réellement émis a une amplitude 2 fois plus faible que le signal fourni par le générateur. Cela est dû à l'atténuation des diodes. Le signal bleu qui est réellement émis est légèrement distordu. Cela ne pose aucun problème, le capteur se comportant comme un filtre. Étant donné que le piézoélectrique se comporte comme un filtre, il serait aussi possible de ne pas utiliser un signal sinusoïdal, mais un simple signal carré pourrait être utilisé sans que cela perturbe le fonctionnement du capteur. Pour commencer, nous positionnons simplement le capteur sur le cylindre en métal. On remarque qu'il n'y a aucun signal reçu sur l'oscilloscope. L'absence de signal de retour est due à la fine lame d'air qui existe entre le capteur et l'objet en métal. Il est impératif de mettre un couplant entre les deux, sinon l'énergie n'est pas injectée correctement à l'intérieur du métal. Il y a une grande variété de couplants possibles à utiliser. Le premier couplant peut être relativement liquide. De l'alcool à brûler peut faire l'affaire. Le problème dans ce cas-là, c'est que ça s'évapore assez rapidement, donc c'est pas très utilisable en pratique. Le deuxième couplant utilisé est du miel. Il a l'avantage d'être relativement peu liquide et permet de coller dans une certaine mesure le capteur à la pièce métallique. L'ensemble est relativement stable sans qu'on ait besoin de le tenir mécaniquement. On remarque donc là qu'il y a une réception d'un beau signal ainsi que plusieurs réflexions. Grâce au couplage avec le miel, le signal est de plus forte amplitude par rapport à la mesure précédente qui utilisait de l'alcool éthylique. Et l'on peut aussi visualiser des réflexions multiples du train d'impulsion initial à l'intérieur du métal. Ce qui veut dire que la fréquence utilisée est bien adaptée à ce matériau puisqu'elle n'est pas très rapidement absorbée. Une autre mesure que l'on peut réaliser avec ce montage est la détermination de la longueur du cylindre sur lequel le capteur est posé. Pour cela, il suffit de déterminer le temps entre la première impulsion émise par le générateur et la première impulsion reçue du premier groupe. Sur l'oscilloscope, on mesure un temps de 18 microsecondes. Ensuite, le calcul de la longueur sera égal au temps mesuré multiplié par la vitesse de propagation de l'onde dans le matériau. Il faudra diviser le temps mesuré par 2 car l'onde a effectué un aller-retour dans le matériau. Pour l'aluminium, la vitesse du son est de 6400 mètres par seconde. Le calcul de la longueur sera donc de 0,5 fois 18 microsecondes fois 6400. Ce qui donne une longueur de 57,6 mm. La distance mesurée avec un pied à coulisses est de 57,35 mm. La différence entre les deux résultats s'explique par l'erreur de mesure induite par l'oscilloscope ainsi que la dépendance de la vitesse du son avec la température. La vitesse dans l'aluminium n'est donc pas exactement 6400 mètres par seconde. Malgré cela, la mesure est précise à 0,5% près. Grâce aux bases que je viens de vous présenter, vous pouvez faire maintenant vos propres expériences avec un capteur à ultrasons et tester les comportements des ultrasons dans les différents matériaux et géométries. Dans une prochaine vidéo, on réalisera un capteur maison qui n'aura pas toutes les caractéristiques d'un capteur industriel, mais qui sera utilisable pour réaliser la majorité des mesures.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.